On est dans une situation du serpent qui se mord la queue, quoi. En clair, on alimente un truc alors qu'on sait qu'il va être détruit, quoi. J'entends, on est un peu dans cette logique. Et je pense, enfin, certains pensent, et je suis un peu de ceux-là, que celui qui a voulu fuiter ces documents avait dans l'intention d'avertir un peu le monde, un peu d'alerter, un peu un lanceur d'alerte à sa manière, dire, écoutez les gars, est-ce qu'on est vraiment aussi honnête avec les Ukrainiens qu'on a bien l'impression. Parce que dans ces documents, et on arrive au contenu, on voit quand même des chiffres extrêmement alarmants sur les capacités anti-aériennes, par exemple. C'était un des grands points soulignés C'est un à l'époque, absolument. que le système anti-aérien ukrainien était déficient et n'était pas capable de... Si les Russes mettaient doubler la puissance, voilà. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, et de nouveau, ce qu'on n'a pas voulu comprendre, et c'est là où nos médias ont joué un rôle très pervers envers l'Ukraine, en réalité, aussi curieux que ça puisse paraître. Parce qu'en essayant toujours de minimiser les Russes, de pas qu'ils étaient nuls, que ce qu'ils faisaient ne fonctionnait pas, que leurs missiles étaient insuffisants, que leur commandement ne fonctionnait pas, la logistique, ils n'avaient plus de missiles, plus d'artillerie, ils n'avaient plus rien. Je pense que certains ont commencé à comprendre que, bon, bah oui, effectivement, les Russes font de la gesticulation, mais la réalité est beaucoup plus inquiétante que ce qu'ont dit nos médias. Parce que depuis octobre de l'année passée, grosso modo, on peut situer ça après l'attentat sur le pont de Kerch, exactement. Et à partir de ce moment-là, on voit que les Russes décident de mettre les bouchées doubles. Mais pour mettre les bouchées doubles, il leur faut un espace aérien, il faut leur maîtrise aérienne, de l'espace aérien. Et ça veut dire les Ukrainiens n'ont plus beaucoup d'avions. En revanche, ils ont une défense aérienne qui est à ce moment-là encore très performante. C'est d'ailleurs essentiellement des missiles S-300 russes qui sont extrêmement bons. Et les Russes s'inquiètent un peu de ça. Donc, leur but, c'est de dire on va réduire à zéro la défense aérienne. Et c'est là où ils commencent à attaquer des objectifs que les Ukrainiens sont obligés de défendre par des missiles antiaériens. Et c'est pour ça qu'ils commencent à attaquer le système électrique. Parce que c'est quelque chose que les Ukrainiens ne peuvent pas laisser détruit, qu'ils doivent défendre. Et ça, depuis d'ailleurs, assez curieusement, des analystes militaires, plusieurs analystes militaires d'ailleurs, dès la fin de l'année passée, ont dit « Attention, les Russes sont en train de tout faire pour appauvrir, pour dépléter, j'ai le terme en anglais, mais c'est pas pas le terme en français, c'est pour appauvrir, oui, le potentiel anti-aérien ukrainien. » Et ça, c'est dans le rapport. Et ça apparaît. Alors, le rapport ne le décrit pas en tant que tel, mais montre les résultats. C'est-à-dire que les défenses aériennes qui, autrefois, étaient assez substantielles, ont été tout simplement anéanties, tout simplement parce que pour chaque, en lançant même ces drones qui coûtent rien du tout, ces fameux drones, les Shahed, enfin Guerrin 2 pour du côté russe, c'est des choses de technologie extrêmement simple, qui coûtent probablement entre 10 000 et 20 000 euros pièce. Eh bien, les Ukrainiens ont dû tirer des missiles qui, eux, coûtent 1 million ou 500 000 euros. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Russes ont, je ne veux pas dire totalement les mains libres, mais les mains très largement libres sur le territoire ukrainien. Et ça, on le voit d'ailleurs sur la carte, les cartes qui sont présentées dans ces documents. Qu'est-ce que vous avez appris, qui vous a le plus surpris dans ces documents, en les analysant Il y a beaucoup de choses, quand même. Alors, il y a beaucoup de choses, mais curieusement, ce ne sont pas les chiffres qui m'ont appris des choses. Parce que beaucoup de chiffres, par exemple, vous avez le nombre de chars qu'ont les Ukrainiens, etc. Tout ça, on pouvait l'évaluer. Le nombre de chars fournis par l'étranger, ça, c'est plus ou moins public, en grande partie en tout cas. Donc, rien vraiment nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est si on regarde le détail des chiffres, on s'aperçoit que les chiffres donnés pour le potentiel russe, nombre de chars, etc., est extrêmement précis.
Quand vous regardez les chiffres donnés pour le potentiel ukrainien, ils varient du simple au double. Donc c'est chacun une fourchette. 1000 à 2000, nombre de chars, 1000 à 2000, nombre de pièces d'artillerie, 1500 à 3000, etc. C'est peut-être pas les vrais chiffres, mais ce que je veux dire, c'est l'exemple. Mais ça veut dire que les Ukrainiens masquent aussi aux Américains leurs chiffres Alors, voilà, c'est là où ça devient très intéressant. Parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que comme c'est un document secret, donc on peut s'imaginer que dans un document secret, à une diffusion extrêmement limitée, il n'y a aucune raison de cacher les choses, premièrement. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas les bons chiffres sur le document, ça veut dire que les Américains ne les ont pas. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que les Ukrainiens ne leur donnent pas les bons chiffres, et ça veut dire d'autre part que les Américains n'ont pas les capacités pour élaborer ces chiffres.